Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair. Les Fimbi 500 et les grandes sœurs de mes Fimbi Big 500. Sarcel représentant. Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non? Assis Deka, Melea Tozo. 228, what's up? PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy, mon bat de frangin, reporter, homme de cœur, homme de terrain, philanthrope surtout, Greeny représentant, Aboubakar Sararo. Take a seat, Hugo. Tout le monde l'attend, ton attend. Tout le monde l'attend. Et je suis obligé d'enchaîner parce que les bas et les airs, John, on dit moi go, pas mon gon, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses avec We Hustle. Des émissions sœurs jumelles, des programmes jumeaux. On est ensemble pour de vrai. Merci pour le respect, merci pour le love. Tu sais toute la considération que j'ai pour toi. Je dis j'aime, mais en réalité c'est on. Hein. Et tu sais très bien que je parle de toute l'équipe de We Hustle. Donc, avant de parler, parce qu'on va discuter, frère. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton engagement. Merci pour ta gentillesse, ta bienveillance, frangin. Et habituellement, c'est toi qui poses les questions. Aujourd'hui, c'est à ton tour de passer à la casserole. Mais quoi qu'il en soit, mon frangin, je te le dis sérieusement, merci pour tout ce que tu représentes. Et tu sais, tu me connais, tu sais que ça vient du cœur, frère. Sincèrement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Déjà, avant de me présenter, je tiens à big up ton frère, Booba. Grand big up à lui, tu vois. Grand big up pour tout ce que vous faites parce que t'as vu avant même que le projet il émerge. Toi et moi, on discutait déjà. Absolument, Il y a absolument. 6 ans, 7 ans. Oui. Et tu m'évoquais le fait que j'ai un projet, mais t'étais énigmatique. Exact. Énigmatique. Et quand t'as commencé à balancer, tu m'as envoyé les trucs. Et je disais, frérot, ta détermination, je la kiffe. Tu fais plaisir, mon frère. Parce que c'est la nôtre. Et t'as vu là où l'émission, elle est là. C'est notre émission, We Hustle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et à chaque fois, je reçois toi et moi, on s'envoie des messages. Absolument. Mon frère, il m'envoie des messages. Dès qu'il tombe sur une émission, des choses qu'il a interpellées, pareil, moi, dès que je tombe sur un We Hustle, je dis, Exact. hey, je dis, t'as tapé dans le mille. La question là que t'as posée là, c'est dans le mille. Ça fait chaud au cœur, mon frère. Mon Vraiment, frère, merci. Grand respect à vous. Et en fait, on s'aime. Moi, je t'aime. Et je sais que tu m'aimes. Ah, bien sûr. Totalement, frérot. Totalement. Merci. Ça me touche sincèrement, frérot. Alors, tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Aboubakar Sakanoko. Le 18 juin 80 à Étampes, je suis né. D'une famille plus proche d'être pauvre que d'être fortuné. Pour reprendre les lyrics de notre frère Kerry James. Grand big up à lui, tu vois. On se parle de temps en temps. Bah voilà, moi je suis né en 1980 à Étampes. Voilà, ma famille vient du Sénégal, Tambacounda. Que te dire, mon père est arrivé en France avant ma mère. Mais à un moment donné, ma mère est arrivée aussi. Et sur les conseils de mon tonton Toutou, père son âme, de Chartres, mes parents, lorsqu'ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas forcément d'endroit où habiter. Donc du coup, mon oncle Toutou les a mis en lien avec mon oncle Bokar Kamara, d'Étampes. Donc du coup, vu que mon oncle Bokar Kamara et sa femme vivaient avec le frère de Bokar Kamara et sa femme, et que eux déménageaient de chez Bokar Kamara et sa femme, ils étaient à la recherche d'un couple avec lequel habiter. Toi, c'est aujourd'hui quand on en parle, les gens ils veulent se débarrasser des gens. Mais à l'époque, les gens ils voulaient vivre avec les gens. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah là ils sont arrivés et ils ont habité avec Bokar Kamara et sa femme qui est ma tante. Et du coup, bah voilà, 1980, je suis né dans le même berceau que mon cousin Amadou. Et
voilà, après, bon, ils ont eu d'autres enfants, Tidiane, Salimata, Ousmane, voilà, c'est mes cousins, tu vois. Vraiment. Puis après, à un moment donné, bah, mes parents ont déménagé, ils ont trouvé Grigny-la-Grande-Borne. T'avais quel âge? Et j'avais 1 an. Ok. J'avais 1 an. Et du coup, ils ont déménagé à Grigny-la-Grande-Borne. Et on dire, on était dans une autre époque. Quand ils ont déménagé, mon oncle Bokar Kamara et sa femme, ils ont pleuré. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils partent. Et du coup, ils sont venus habiter à la Grande-Borne. Et bah, moi, j'ai vécu à la Grande-Borne de 1981 jusqu'à 2013, tu vois. Du coup, j'étais dans le quartier de l'Ellipse, quartier très antillais, tu vois. Parce qu'à Grigny, nous, on s'est rendu compte un jour avec mon gars Kizo, il était en lien avec Mac Taylor, et Mac Taylor est venu au quartier à la Grande-Borne, tu vois. Parce qu'il avait des projets avec mon gars Kizo. Et du coup, Mac Taylor, on visite la Grande-Borne, et c'est lui qui nous fait prendre conscience que dans la Grande-Borne, selon les quartiers, il y a des nationalités qui sont implantées. Donc, tu vas vers le square des Trois Chemins, c'était plus les Tunisiens et les Portugais. Tu viens dans le quartier des Libres, c'était plus des Antillais. Tu vas dans le quartier de la Balance, c'était plus des Maliens et des Sénégalais. Donc, en fait, les offices HLM, bah, on parle de communautarisme, et c'est vous qui avez instauré ça dans la mesure où bah, tu vas au petit pas, c'était majoritairement des Laotiens. Tu rentrais dans le bâtiment, tu voyais la famille Vang dans toutes les boîtes aux lettres. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai grandi à Grigny-la-Grande-Borne. École primaire, maternelle, école primaire, collège. Et puis voilà, un jour en 2013, j'ai dû m'en aller. Tu vois, j'ai dû m'en aller parce que voilà, tu rencontres quelqu'un, tu t'en vas dans le 9-3 et puis. Et voilà, nous les gens des années 80, on a vraiment vécu une sacrée enfance. Tu vois, moi je me souviens que voilà, à l'école. En école maternelle, moi, j'ai toujours le même cercle d'amis. C'est-à-dire, j'ai un groupe WhatsApp avec mes gars avec lesquels on était à la maternelle, en école primaire. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens issus des quartiers, tu vois. Et une chose que peu de gens disent et peu de gens savent, c'est que, tu vois, nous, en école primaire, les profs avaient la main légère, tu vois. Et nous, on trouvait ça normal à l'époque. Parce que nos parents aussi avaient la main légère, tu vois. Et du coup, lorsque les profs... on avait l'impression que les profs avaient envie de se défouler sur nous, tu vois. Et 20 ans après, lorsque vraiment je me suis mis à travailler, ou en tout cas à étudier un peu la sociologie, ben, tu te rends compte qu'en fait, les maîtres et les maîtresses qui étaient là à l'époque, dans les années 80, notamment à Grigny, ils n'avaient pas forcément eu les concours qu'il fallait pour pouvoir aller travailler ailleurs. Donc en fait, ils étaient en mode... voilà, il y avait une frustration, et du coup, vas-y, on va se défouler sur des petits Renois, des petits Rebeux, et dit, non... Il y a des trucs qu'on s'est fait boxer, hein. Et puis quand tu arrives au collège, t'es encore dans t'es encore dans autre chose. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive au collège, on se rend compte que il y a de moins en moins de blancs chez nous, en tout cas à Grigny, tu vois. Et qu'au fil des années et des photos de classe, on est de plus en plus qu'entre Renois et Rebeux. Quand on a la maternelle, majoritairement des blancs, très peu noirs, nous on était la seule famille, Saranoro, Sakanoko, la seule famille sénégalaise à Grigny, en tout cas à l'Ellipse, tu vois, on était peu. Tu vois, il y avait beaucoup de blancs à l'époque, tu vois. Moi, je te parle vraiment là, je fais comme toi, là, rétro-pédalage, tu vois, les années 80, où il y avait majoritairement des blancs, notamment des blousons noirs. Et du coup, voilà, on a vécu ça, tu vois. Moi, j'étais au collège Jean Villard, à Grigny. J'avoue, je suis arrivé en 6e, mon frère. C'était le... Ben voilà, j'ai redoublé ma 6e parce que, frère, c'était le bordel total, frère, tu vois. Voilà, il fallait s'adapter. Et puis, à un moment donné, je me suis ressaisi sur les conseils de ma mère, qui m'a emmené faire de l'aide aux devoirs au centre Nelson Mandela, avec mon animatrice Zora, Marie-Céline. Il y avait Patrick aussi qui était animateur là-bas. Et du coup, je faisais mes devoirs là-bas et je me suis ressaisi. Et... Puis après, voilà, le collège est passé. Et puis à un moment donné, ben, le lycée. Et voilà, je pense qu'on va l'évoquer tout au long de notre... Bien entendu, mon cher frère. Déjà, merci pour ces précisions, sincèrement. Et l'ambiance même au sein du foyer. Déjà, toi, tu te situes à quel niveau? T'es l'aîné de la fratrie? Moi, je suis l'aîné, ouais. D'accord. Et comment ça se passait à la maison? Bah, étant l'aîné, t'es un Sénégalais comme moi. Tu bien connais sûr, les bien responsabilités de l'aîné. Tu vois, on te fait prendre conscience que, gars, c'est toi l'aîné. Donc, à un moment donné, quand les parents ils vont travailler, c'est toi qui vas arriver, les frères et sœurs, quand papa et maman, ils sont tôt le matin, ils se sont déjà levés pour aller au taf.
et que mon père voilà, était manutentionnaire, ma mère est femme de chambre, tu vois. Et vas-y, hein, on m'a dit très tôt, on m'a dit le matin, 7 heures tu te réveilles, tout le monde va se laver, ensuite petit déjeuner, tac, et puis moi, mon père il arrivait entre-temps, et après voilà, c'est lui qui prenait la succession, tu vois. Et du coup, voilà, moi j'ai bénéficié d'un statut d'aîné, mais j'ai eu beaucoup d'amour. C'est pour ça que je suis pas en déficit. Ma mère, regarde, je l'aime, hein, c'est la femme la plus gentille au monde, ma mère, tu vois. Machallah. Elle nous a donné beaucoup d'amour. Tu vois, mon père, il était dans une certaine dureté, certes, mais il nous aimait aussi, beaucoup, beaucoup, tu vois. Et il était très serviable. Et mon père, il était... Plein de gens te diront, mon père, il rendait des services par-ci, par-là, il allait chercher les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Et puis mon père et ma mère, ils étaient les deux aînés, même aujourd'hui, c'est les deux aînés de leur famille. Ok. Tu vois, de notre famille sénégalaise, Sarah Moro, Fofana, tu vois. Donc du coup, tous les vendredis, toute notre famille venait chez nous. Tu vois, il y avait toujours, tu vois, et on se retrouvait le dimanche. Moi, je sais pas comment on faisait, mais c'était un truc de malade. On se retrouvait le dimanche matin, on était au moins 25 à la maison. Tu vois, moi, j'étais le plus grand, donc j'allais chercher des baguettes. Je sais pas combien de baguettes j'allais chercher, et puis tout le monde était là. Et puis à un moment donné, vers 16h, tout le monde s'en va. Et tous les vendredis, c'était pareil. Et les vacances, débarquement chez moi, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans ce truc où, voilà, dans ma fratrie, il y a Sira, il y a Mamadi, il y a Fodé, il y a Yaï Siré, il y a Mariam. Et on a aussi une autre sœur qui s'appelle Fatou, qui d'ailleurs, il faut que je retrouve, tu vois. On n'était jamais seuls, que la famille. Et ça, je pense que c'était le cas pour beaucoup de familles africaines à l'époque. Le noyau familial n'était jamais seul. Tout le temps, il y avait des oncles, tout le temps, il y avait des tantes qui dormaient à la maison. Et moi, j'avais ma tante aussi, Maïmouna, qui vivait avec nous, qui aussi nous a élevés, parce que c'est la sœur de ma mère. Mais en tout cas, tu as eu très tôt des responsabilités et tu les as assumées. Et ça, c'est le plus important, parce que tu sais, on a nos parents qui, effectivement, étaient un peu plus durs avec les aînés. Et ils nous répétaient sans arrêt que si l'aîné vrillait, les autres allaient suivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es en train de confirmer tout ce qu'on se disait dans nos foyers. Et l'ambiance même au sein de la communauté, parce que au sein de la ville de Grigny, pardon, parce que tout à l'heure tu disais qu'il y avait différentes communautés avec les Laotiens, avec les Antillais, etc. Mais est-ce que ça cohabitait bien? Dans mes souvenirs, oui, ça cohabitait. Tu vois, nous, je sais pas s'il est encore là, il y a un terrain de foot, on appelait le terrain rouge. Tu vois, il était tout rouge. Et tous les dimanches, les différents footballeurs des différentes communautés se partageaient le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Telle heure, c'est les Comoriens, telle heure, c'est les Congolais, telle heure, c'est les Sénégalais, telle heure, c'est... Tu vois? Et du coup, après, t'as vu, voilà, moi, je suis né en 80, donc vraiment, moi, j'ai beaucoup parlé avec mes anciens. C'est-à-dire que j'ai mon crew, mon équipe, le CDR, les frères que j'aime, avec qui j'ai grandi à l'Ellipse. Et à côté, moi, je traînais aussi avec des gars qui avaient 7 ou 8 ans de plus que moi. C'est-à-dire... et qui avaient déjà des associations, même si nous on avait créé notre association CDR aussi, Communauté Découverte Racine. Du coup, je traînais aussi avec des anciens, avec lesquels, qui m'expliquaient aussi le Grigny que moi, je voyais de mes yeux d'enfant. Tu vois, eux, ils le vivaient. Et du coup, ils m'expliquaient que à un moment donné, il y a eu des conflits avec les Laotiens. Donc, il a fallu régler tout ça, mais après, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Parce que moi, je suis vraiment de cette époque de l'éducation collective, où j'en parle des fois avec Kizo, je sais, on a souvent cette discussion-là avec mon gars Kizo de nos job training, gang story, on en discutera après. Les portes, elles étaient ouvertes. C'est-à-dire que tu vois, la poignée là qu'on a à l'intérieur de chez nous, il y avait la poignée dehors. C'est-à-dire que moi, je sais que le père de tonton, mon grand-tonton, son père, qui était un grand ami de mon père, il rentrait comme ça. Il disait « Saka !» Et nous, le tchèb là, nous, le mafé là. Il s'asseyait et bam, il nous déballait toutes ces histoires. Et à un moment donné, nous-mêmes, avec ma sœur Syrah, il nous a donné des cours de langue arabe. Pour lire le Coran en arabe, tout. Et du coup, la porte, elle est ouverte. Tu pouvais rentrer comme ça, t'asseoir. On te sert à manger. Et c'était vraiment les années 80, tu vois. Pas de smartphone et rien. Nos réseaux sociaux, c'était nous-mêmes. C'est bien, parce que tu as toujours le sourire quand tu repenses à cette époque, etc. Et le melting pot, c'est important. Et j'avance un petit peu dans le temps. Booba grandit. Booba s'établit à Grigny. Tu parlais du lycée. Toi, c'est quoi le CV au niveau de la scolarité? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, tu vois, à un moment donné,
quand j'étais au collège, moi, j'ai eu un problème de santé. C'est-à-dire qu'en 95, j'ai eu un problème de hanche. C'est-à-dire que mon col du fémur était déplacé. Moi, j'ai dû aller faire un séjour à l'hôpital pour me faire opérer de mes 2 hanches, de mes 2 cols du fémur. Donc, du coup, à un moment donné, moi, de été 95 jusqu'à février 96, j'étais plus vraiment là, tu vois. Donc, du coup, en fait, ma scolarité a été quelque peu chamboulée. Parce que lorsque j'ai redoublé ma 6e, je me suis remis à travailler, tu vois. Parce que, tu sais, nous, à l'époque, on respectait grave nos parents, même si j'avais déconné en 6e et que j'étais arrivé et que j'étais rentré dans l'ambiance bordel du collège Jean Villard de l'époque. Quand ma mère, elle m'a parlé, elle m'a dit, c'est toi le plus grand. Tu vois, t'es là, tu peux pas faire ça comme ça. Tu vois, les autres, elle me faisait comprendre que les autres, ils vont te suivre. Si t'es là, Donc, du coup, je me suis mis à travailler. J'étais studieux. Hein. Voilà, genre, chez moi, je fais mes devoirs, tout, pam, pam, pam. Tu vois, j'étais là, vraiment studieux, tu vois. Aucune bêtise, tac, tac, tu vois. Et du coup, voilà, quand j'ai eu mon problème de hanche, malheureusement, du coup, je me suis fait opérer de mes 2 cols du fémur. Et voilà, et à l'issue de cette opération, je suis resté au moins 6 mois, 1 mois et demi à l'hôpital. Et voilà, je te cache pas, quand je me suis réveillé de mon opération, et je vois des structures sur mes jambes, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Que tu as vu, j'avais au niveau de chaque pied, j'avais des poids, parce que j'avais une jambe qui était devenue plus petite que l'autre. Donc il fallait arriver à la rééquilibrer avec des poids. Donc du coup, j'étais vraiment assis comme ça pendant 1 mois dans mon lit, et je pouvais rien faire d'autre, tu vois. Et du coup, ils m'ont dit, mais après, ils m'apprennent que je vais aller dans un centre de rééducation. Je dis, ok, ouais, t'inquiète pas, tu vas rester 1 mois. Donc, je vais dans le centre de rééducation. Finalement, je suis resté 6 mois. Au début, quand j'arrive là-bas, je fais le mec qui parle pas, tu vois. Mais en fait, j'étais sur un lit roulant. Ok. Tu vois, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant. Moi, j'étais sur un lit roulant, allongé sur le ventre. Et ça a duré peut-être 4 ou 5 mois, tu vois, comme ça. Et à côté, je faisais de la rééducation, de la balnéothérapie. Il fallait que je remuscle mes jambes parce qu'en fait, je pouvais plus marcher et j'ai réappris à marcher. Tu vois, lorsque j'ai fait l'opération, mes jambes, en fait, il fallait muscler mes jambes. Et le jour où je me suis remis, tu vois, il y a eu l'étape où je suis passé du lit au fauteuil roulant. Avant de passer dans cette étape-là, il fallait que balnéothérapie, muscler mes jambes, muscler même le haut. Parce que, tu sais, il a fallu que je passe par la phase béquille. Et là-bas, j'ai vraiment rencontré de bonnes personnes. Parce qu'en fait, j'ai rencontré des frères et des sœurs en situation de handicap. Et comme ma bande CDR que j'avais créée à l'Ellipse, à Grigny, j'ai recréé une bande là-bas en mode fauteuil roulant, lit roulant. On marchait comme ça. On marchait, en tout cas, on déambulait comme ça dans le centre Hélène Poidatz à Saint-Fargeau-Ponthierry. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux. 30 ans après, toi. Je les ai retrouvés sur Facebook. J'étais là. Je retrouve Azem, Boutayana, Serge. Je dis, il y en a, je vois, ils se souviennent de moi. Je dis, 30 ans après. Tu vois. C'est très bien que tu puisses mettre des mots sur tout ce que tu as vécu, Frangin, sincèrement. Et donc, du coup, tu étais sur la touche pendant pas mal de temps. Ton retour à la vie normale, comment il s'est déroulé? T'as vu, je le symbolise par... ça va peut-être te faire rire. Moi, quand je pars, on est à l'époque du slow. Ok. J'arrive, un jour je vais dans une halle, mes potes ils me disent bon, vas-y viens, on va dans tel anniversaire. Et je vois les gens ils zouk. Je dis c'est quoi les bails? On a changé, d'accord, ok, tu vois. Donc en fait moi il y a une transition, tu sais, moi de 95 à 96, il y a vraiment, même en termes de musique ou même sur le plan social ou même dans les quartiers, il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Donc cette donnée-là où, qui peut paraître anodine, moi je regarde, je dis ouais, ça zouk, c'est quoi les bails? Moi en 95, 94, c'était les slow, mon frère. Maintenant, faut zouker. Je dis, Joe, donc, par contre, on a zouké. D'accord. Et du coup, l'adaptation, heureusement, j'ai mes gars du CDR, mes cousins, Daba, Djouma, ma cousine Djouma, et grand respect à leur père. Tu sais, mon oncle Diarra, qui lui, carrément, tu te souviens de Papa Grande Jambe? Il y avait un dessin animé comme ça à l'époque. Papa, grande jambe. Et en fait, on voyait l'ombre d'un papa avec des grandes jambes. Et ben, mon oncle, c'était ça. Mon oncle, en plus, il avait la classe. Machallah, il venait, il roulait en BMW, les BMW de l'époque. Je crois qu'il travaillait à l'UNESCO à l'époque. Il avait la classe, toujours bien en costume. Lunettes noires, fumées, tac. Et qu'est-ce qu'il faisait? Moi, quand j'étais au centre, là-bas, on me disait, ouais, ton oncle, il est passé.
J'arrive dans l'accueil. Il m'a laissé des fruits, des gâteaux partout. Et des fois, j'arrivais et je le voyais en train de partir. C'est pour ça que je dis Papa Longue Jambe. Ouais. Tu vois, on voyait l'ombre de Papa Longue Jambe. Et je voyais, il partait comme ça. Genre, pas besoin que je te parle. Je te laisse ça et je pars. Parce que, voilà, je te connais depuis que t'es bébé. Je te laisse ça. Et des fois, il restait un peu avec moi. Il me disait, ouais, comment ça va? Mais vu que moi, j'avais 14-15 ans. Tu connais les Maliens, Sénégalais. Quand nos papas et nos oncles, ils nous parlaient, on n'était pas très loquaces. Exact. Tu vois, on avait un peu honte, tu vois. Donc, il me parle. Donc, il a senti que j'étais timide, tu vois. Et même s'il me connaît depuis bébé, tu vois, il me laissait des trucs et il partait. Et du coup, je partageais ça avec tous mes amis en situation de handicap. Je disais, moi, je peux pas manger tout ça, les gars. Tiens, prends ça, prends ça. Et je partageais tout. Du coup, pour revenir vraiment sur ta question, l'adaptation, heureusement que j'avais mes gars qui étaient là. Et pour revenir sur ce que je t'ai dit, c'est-à-dire, tu reviens à l'école, Ouais. Ça s'est plutôt bien passé pour toi? Le retour à l'école, en fait, étant donné que, comme je t'ai dit, moi, j'étais dans une dynamique, c'est-à-dire, voilà, la 6e, ça s'est pas super bien passé, je redouble. Ensuite, après, je suis à fond dans l'école. Tu sais, je viens, je fais mes devoirs, tout ça. Même la 4e, je suis là, voilà, j'étais là, je travaillais, tu sais, parce que la 4e, c'est une classe difficile, tu vois, faut arriver à s'adapter parce que quand tu passes en 6e, la 5e, c'est beaucoup de révisions de 6e. Ensuite, la 5e, après, tu as vu, il y a un nouveau programme au bout du 2e trimestre. Mais ça va, tu peux gérer. La 4e, là, tu rentres dans les équations à 2 inconnus, plein de choses, tu vois. Et du coup, moi, le problème, c'est que au cours de une partie de ma 4e, je l'ai faite au centre de rééducation. Okay. Et du coup, j'ai eu une pause trop longue. C'est-à-dire, tu connais, lorsque les vacances d'été, lorsqu'on vient, 2 mois, ça suffit. Mais là, moi, j'ai pas été à l'école pendant 3-4 mois. Et lorsque je suis arrivé au centre de rééducation, j'ai dû revenir à l'école. Et là, j'étais pas assez concentré. Donc, du coup, lorsque j'ai quitté le centre de rééducation, je suis revenu au collège en Villars. J'ai eu du mal un peu à suivre, mais j'ai quand même suivi parce que j'étais pas un élève médiocre, mais j'arrivais à me débrouiller. 3e, t'arrives, tu essaies de te débrouiller comme tu peux. Après, moi, j'étais pas un élève médiocre, tu vois. C'est juste que je faisais pas forcément tous les efforts qu'il fallait pour. Mais ensuite, voilà, je me suis réadapté tout de même, tu vois. Mais ça a joué sur mon orientation scolaire. Parce que nous, à l'époque, le Graal, c'était aller à Kourou, le lycée général à Savigny-sur-Orge. Et moi, j'avais pas les notes suffisantes pour, donc je me suis orienté vers la voie professionnelle. Tu vois, même si aujourd'hui, il y a des frères comme Dylan Ayassi qui font des livres sur la revanche des pros pour bien valoriser cette filière. Quand nous, on était plus jeunes, la filière pro, elle était dévalorisée. Et quand elle est en pro, limite, je vais utiliser un mot que je n'aime pas, mais t'étais considéré comme un cassos. Tu vois. Et du coup, bon nombre d'entre nous, on allait en BEP, vente ou comptabilité. C'est ce que tu as fait, toi? Moi, j'ai fait BEP vente. Tu vois. Très bien. Et tu sais, on parle de Grigny depuis tout à l'heure, mais il faut souligner aussi que c'est une ville qui respire le hip-hop. Tu vois, la West Coast, le Dirty South à l'époque, etc. Déjà, parle-moi de cette époque, s'il te plaît. Tu peux confirmer mes dires? Je les confirme, mon ami. Nous, on a grandi avec des anciens à nous. Le plus connu de l'époque, c'est Sheknar. Sheknar, danseur, qui faisait partie d'une équipe d'un groupe de rap. Mais le groupe de rap qui est en mode acoustique s'appelait GBF Avenue. Et je sais que vers chez vous, vous avez GBF, les danseurs. Tu vois. On a des points communs, tous les bails, tu vois. Et du coup, GBF Avenue, voilà. Et Shekna, il avait gagné le championnat de France en 86, tu vois. Et GBF Avenue est ensuite, par la suite, devenu Made in Paris, avec Sissi Rider et plein d'autres, avec Patrick et plein d'autres encore, tu vois. Et Grigny, voilà, il y a eu cette ambiance où les grands nous ont mis dans la West Coast. Donc, point commun avec Sarcelles. Absolument. Tu vois, la Down South, la Dirty South, les sons du Sud. En fait, c'est pour ça que quand Driver, il dit que lorsqu'il voyait Missa, ou même la première fois qu'il l'a rencontré, ils se sont entendus direct parce que Sarcelles et Grigny écoutaient des sons que les autres villes n'écoutaient pas. Tu vois, ils étaient dans des ambiances West Coast, Dirty South, Down South. Non, tu vois, à Grigny, Master P, Project Pat. Exactement. C'était les... À Grigny, on écoutait ça. Il y avait qu'à Sarcelles que les mecs pouvaient écouter ça, ou peut-être à Montfermeil, tu vois. Et point commun aussi, vas-y, ambiance un peu hardcore, mais des gens très gentils, tu vois. Et du coup, ouais, Grigny, ça a respiré ça, tu vois. On avait un groupe de breakdance aussi avec B et 6 Savants, dont B a été multiples fois champion du monde de break.
Si Savant aussi avec Sans Pitié 91, Momo. Puis après, il y a eu toute l'époque où il y avait Baronji, Bande à part Cartel, Little Dramatic. Ça, c'est vraiment nos anciens. Tu vois, nos anciens sont nés en 75. Ensuite, après, il y a eu toute la partie... J'en oublie, hein, frère, désolé. J'aurais dû noter tous les blazes, mais désolé. Il y a eu la phase, voilà, GBF Avenue, ensuite Baronji, Bande à part Cartel, le Code 147. Nous, on a eu notre époque aussi du 109.1, tu vois. J'ai rappé avec mon groupe, le collectif du 109.1. Du 109.1, c'est détaché à Chessai. Ensuite, après mon époque à moi, c'est-à-dire de 98 à 2002, on a été actifs. Après, il y a eu la succession, c'était LMC Click, La Coméra, Equinox. Oh là là, il y a plein d'autres groupes là. Les mecs, ils vont dire Mdoam, frère. Voilà, ils vont dire, Non, mais en tout cas, déjà, l'intention est là, c'est-à-dire le fait de ne vouloir oublier personne. Mais ils ont compris le fond du message, c'est-à-dire que Grigny respirait le hip-hop. Et tu vois, moi-même, ça me fait sourire parce que Sarcelles, encore une fois, c'était plus ou moins la même chose avec les groupes qui étaient partout, le break, la danse, le dirty, la West Coast, magnifique. Et est-ce que toutes ces activités ont permis aux gens, justement, d'éviter les pièges de la rue? Quand même. T'as vu, pour un certain nombre d'entre eux, oui. Après, t'as vu la particularité de Grigny, on va dire, avec certains de ces artistes, c'est que les mecs vivaient la rue et le rap en même temps. T'as vu? Donc, il y en a qui, malheureusement, n'ont pas échappé à ce que j'appellerais certains pièges de la rue. Mon frère Jack Mani, il l'a dit ici. Exact. C'est mon frère Jack Mani. Jack Mani, grand big up à lui, grand big up à MC Click. Ouais. Voilà, et la particularité de certains, c'était que tu as vu la rue était aussi présente, on va dire, que le rap dans leur vie, tu vois. Donc du coup, certains n'ont pas échappé à passer des vacances forcées dans des coins dans lesquels il ne faut pas aller, dans les centres pénitentiaires. Et c'est vrai que nous, avec du 109.1, mon équipe, le CDR, à la base, on se pensait pas destiné à rapper, tu vois, parce on aimait beaucoup le rap. On s'échangeait des cassettes de partout. Naughty by Nature. En fait, ceux qui nous ont mis vraiment dedans, c'est lorsqu'on allait à Nelson Mandela et qu'il y avait des booms, des espèces d'après-midi, et Zora, Marie-Céline nous mettaient du hip-hop, ouais, oh. Et du coup, un jour, il y a un mec qui s'appelle Mustapha qui nous a donné des cours de danse. Et du coup, on s'est mis à danser. Et dans ces après-midi-là, on dansait, frère. Il fallait taper les pattes. T'as des restes, là? J'ai mal partout. Mais ça va, tu t'en sors bien. T'as vu, je le montre jamais, mais en vérité, je sais danser. La tête de homme, je sais danser. Bien. Du coup, on a des restes, nous. Et carrément, il y a des photos, tu vois, de notre animateur Patrick. Il y a des photos de nous. On est en train de danser. On avait quel âge? On avait 9 ans, 10 ans, 11 ans. Donc vraiment, Grigny était une terre du hip-hop, terre du rap, tu vois. Et cette partie même là du 91, c'est quelque chose. Et tu sais, là, tu es en train de parler de ton époque, c'est-à-dire où tu étais actif dans la musique, 2000, 2002, etc. Moi, je veux que tu me parles aussi de l'ambiance qui régnait même au sein de la commune, c'est-à-dire, parce que nous, d'un point de vue extérieur, alors moi, j'étais très jeune à l'époque, hein, mais on entendait les conflits entre Évry, Grigny, Corbeil, tu vois. Je me souviens même, on voyait quelques documents, quelques reportages où tu vois ce que je veux dire, où les projos étaient braqués sur votre commune en disant que c'était très compliqué. Toi qui avais déjà un certain âge, hein, tu avais une début vingtaine, etc. Parle-moi de cette époque, s'il te plaît. Cette époque où tu as vu certainement des gens vriller, où tu as vu certainement des gens aller en prison, peut-être même certains perdre la vie, tu vois. Est-ce que ça a forgé ta mentalité, c'est-à-dire ton humanité, ton militantisme? Dis-moi tout, mon cher frère, s'il te plaît. Je citerai Olkinry et je regrette de ne pas... C'est un morceau que je kiffe en plus. Et il évoque toute cette époque-là, tu vois. Et c'est... Je m'en souviendrai tout au fil de l'émission. Abattu du vécu. Ok. Tu vois, quand on a entendu ce son-là, Olkinry, j'ai déjà dit plusieurs fois, on a dit ça, c'est toi le meilleur. Tu vois, dans le 91, dans cette époque-là, on a dit c'est toi le meilleur. Il a décrit exactement ce qui s'est passé. Tu vois, il l'a évoqué ici. Que malheureusement, lui, il a dû avoir un séjour, vacances forcées. Absolument. À cause de tout ça. Et tu vois, les années fin 90, enfin milieu 90 jusqu'à 2005 et quelques, Grigny, Évry, Corbeil, ça appelait Triangle des Bermudes. Et je sais que le premier à avoir dit ça, c'est Charlie du groupe Vendetta, parce qu'il y avait pas mal de groupes dans le 91, tu vois, dont le Clan Hostile,
avec Bison, Charlie Charles, Nezo, Pachazou, d'autres encore. Sur Évry, il y avait l'agression verbale, la vendetta. Sur Grigny-Nou, il y avait le code 147, du 109.1, CJD, oh là là, d'autres groupes encore, tu vois, j'oublie les noms, tu vois. Et du coup, nous, les rappeurs, on n'était pas en conflit. Mais un jour, Mental de Clan Style me dit Black 10. Parce que nous, pour nous, c'était le Wu-Tang. Le Clan Style, ils avaient un style Wu-Tang, même sur scène, ils tapaient des phases un peu à la ODB, tout ça. Et un jour, Mental, il me dit Bois, vas-y, on serait content que vous veniez au Tarteret pour faire un concert du 109.1. Nous, on a fait une réunion entre nous. On a dit, gars, on vous aime. Mais il y a trop de conflits entre nous. Puis, mon frère, c'était chaud, gars. Okay. Ah ouais, tu vois, donc vraiment, c'était... Et c'est pour ça que ça s'appelait Triangle des Bermudes. Parce qu'en fait, nos anciens, ils avaient un crew qu'ils avaient appelé la ZNF, Zulu Nation Force. Et en fait, nos anciens n'étaient pas là-dedans. C'est-à-dire, mon cousin Abdoulaye, le frère de Maktar, il me le dit, frère. Il me dit, frère, nous, c'était pas ça. Et c'est votre tranche d'âge qui avait démocratisé le fait qu'à un moment donné, on rentre en conflit. Mais il n'y avait pas de ça, en fait, tu vois. Et nous, ma génération à moi, c'est-à-dire ma tranche d'âge, 79, 80, 81, et après jusqu'à je ne sais quelle année, on est rentré dans ces conflits-là. Grigny, Évry, Corbeil. Donc, à un moment donné, Grigny était en conflit avec les Tarterets. C'était chaud. Évry était voilà, dans une même ville, je crois, enfin, il me semble qu'il y a 8 ou 9 secteurs. Pratiquement tous étaient en embrouille. Canal Épinette était en embrouille. Pyramide, Canal était en embrouille. Bois Sauvage et je ne sais qui étaient en embrouille. Donc, du coup, on se retrouvait tous à l'Agora, centre commercial. Et le mercredi après-midi, là, voilà, toutes les, tensions. Tout ça, là. Toutes ces embrouilles-là, elles étaient réunies là. Donc, du coup, les mecs de Grigny étaient en mode, vas-y sur les mecs des Tarterets, en tout cas, pour ceux qui étaient dans ces rixes, en tout cas, les mecs des Tarterets étaient à la recherche des mecs des pyramides. Les mecs de Grigny aussi étaient aussi à la recherche des mecs des pyramides. Et les mecs de Grigny et des Tarterets étaient en conflit. Et les mecs du Canal étaient en conflit avec les mecs des Épinettes. Tu vois, et du coup, il y a eu... Et les mecs des pyramides aussi, à un moment donné, ont été, il me semble, en embrouille avec les mecs du Canal. Donc on était dans un truc. C'est pour ça, aujourd'hui, quand je vois les rixes, c'est pour ça que dans Disons les choses, j'ai beaucoup abordé ce thème sur les rixes, et que la première thématique que j'ai faite sur les rixes, c'est que les rixes sont-elles un héritage des grands des quartiers. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il y a encore des rixes, et que certains jeunes qui participent à ces rixes sont les enfants de ceux qui participaient dans ces rixes il y a 30 ans. Et c'est déplorable. Tu vois, donc c'était assez tendu. Et est-ce que tu sais, tout à l'heure on parlait hors émission, je précise, mais de ta sensibilité un petit peu, etc. Est-ce que ces événements-là n'ont justement pas accru cette sensibilité, tu vois? C'est-à-dire voir des gens aller en prison, gâcher leur vie, etc. Et peut-être même ne même plus se relever, justement. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, nous, à Sarcelles, on a également eu des conflits intercommunaux même, hein, je précise, etc. Il y a même des gens qui ont perdu la vie, etc. Et ça a été un déclenchement pour pas mal de choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont rangés totalement. Il y en a d'autres qui ont grimpé dans l'escalade de la violence, etc. Toi, c'était quoi ton ressenti, justement, post-événement? Tu me suis? Oui, je te suis. En vérité, je pense que ma sensibilité, ça a accru par rapport à certains faits de ma vie aussi. Grigny, c'est beau, il y a de l'amour. Mais ça reste un quartier dans un milieu défavorisé. Donc, du coup, j'ai assisté à des faits de violence. Il y avait une certaine dureté aussi. Surtout quand tu arrives à l'époque du collège. Mais le collège, c'est pour ça, quand je vois des petits qui sont au collège, je leur dis, accrochez-vous. Parce que c'est au collège que, en tout cas, les collèges des quartiers, c'est là que les réputations se font. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a des gars, ils ont la même réputation depuis le collège. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est là que tu forges des réputations. Et si malheureusement, tu en viens à rentrer dans le côté obscur de la force des quartiers, ça peut te suivre jusqu'à ce que tu as la vingtaine. Et le pire de tout, c'est que tu finisses en prison ou que tu meurs. Et parle-moi de la naissance, s'il te plaît, de Booba, le street reporter. S'il te plaît.
Parce que pour vouloir dénoncer, pour vouloir faire ce travail-là colossal que tu effectues, il faut quand même avoir cette sensibilité. Il faut avoir toutes ces choses que tu dis depuis tout à l'heure. Bah, t'as vu? Pour répondre à ta question, j'arrête l'école en 2000. 2000, mon gars Bakary Moïse du Canal, voilà, on commence à errer avec mon gars Spiken à l'Agora, on cherche quoi faire, c'est l'été. Ma mère, elle me dit, tu peux pas rester comme ça, t'as arrêté l'école, t'as vu, en plus j'ai eu le courage de venir dans le salon leur dire j'arrête l'école. Ils m'ont regardé comme ça. T'as vu, à l'époque, c'est un courage de venir voir tes parents, mais j'avais 20 ans, j'ai dit, bon, c'est bon, j'arrête l'école. Faut que tu cherches un travail. Donc pendant 4 mois, j'étais dans une errance, tous les jours, ma mère m'appelait, il faut que tu travailles. Tout. Du coup, à un moment donné, je suis à l'Agora et je vois mon gars Bakary du Canal qui vient, je le vois habillé en bleu avec plein de gens. Tu vois. En fait, c'était des médiateurs. Et du coup, il me dit, hey, recrute mon frère, vas-y. Donc du coup, je me fais recruter et je travaille là-bas pendant 6 ans. Donc en fait, voilà. Tout ça pour te dire que moi, de 2000 à jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le social. C'est-à-dire, j'ai alterné entre médiation, animation, insertion sociale et le monde associatif. Et on va dire j'ai intégré le monde associatif en 98 avec diverses associations telles que la première association qu'on a formée, c'est du 109.1 l'association, parce que avec l'association 21 juin qui nous avait de Viry-Châtillon au studio Jean Mermoz, dont Mama de Ortega nous avait bien gentiment orienté, tu vois. Là, on a organisé notre premier concert du 109.1. Et je me souviens que ce premier concert-là, il y avait l'Escadrille et Ando de Basique. Tu vois, ça, c'est des noms qui vont... Tu vois. Et du coup, deuxième association qu'on a créée, c'est CDR, Communauté Découverte Racine, par rapport à mon clan de l'Ellipse. Et à la base, on se faisait appeler clan de Renoir, comme dirait Max Payne et Grice, tu vois. Parce qu'à un moment donné, à Grigny, ce qui s'est passé, c'est que dans notre génération à nous, à Grigny, en tout cas, il y en a qui ont rejoint leur communauté. Et nous, on s'est retrouvés qu'entre Renois, mais sans ça, enfin, voilà, on n'était pas focalisé sur ça. Mais un grand de chez nous nous a un peu fustigé par rapport à ça. Et à un moment donné, vas-y, histoire de faire un peu de provoque, je me souviens avoir marqué avec les cires de chaussures, la noire, là. Je suis parti sur un mur du quartier, j'ai écrit CDR, point commun, tous des négros frères. Tac, tu vois. Et à un moment donné, quand on s'est mis à rapper, c'est un adage que j'ai beaucoup prononcé. CDR, point commun, tous des négros frères. J'étais là, je le prononçais souvent, tu vois. Parce qu'on est parti aussi dans quelque chose de très militant, tu vois, très militant, afro-centré. Tu vois, et ça, c'est ce côté militant afro-centré et le rap, c'est vraiment arrivé en 97, 98, et on a formé l'association. Ensuite, j'ai participé à une association qui s'appelait P3 aussi, avec laquelle on a organisé pas mal d'événements avec mes grands, justement, ma deuxième équipe de grands, avec Kezo, Ministre, Fred, Empereur, et d'autres. Ensuite, l'association Bloc Contre Musique, Cohésion Prod, qu'on a créée aussi, qui était, on va dire, une espèce d'entité, la petite entité qui accompagnait P3. Comme je disais, avec P3, on a fait beaucoup de chantiers solidarité au Sénégal, c'est-à-dire aller aider des populations, normalement, à construire des locaux, les aider, mais on s'est rendu compte que lorsqu'on allait là-bas, il y a une partie de l'argent qui était bloquée ici. Et du coup, quand on arrivait là-bas, il y a plein de groupes qui se mettaient à rien faire et voire faire du tourisme bizarre. Beaucoup de tourisme sexuel, tu vois. Okay. Ça, c'est une réalité que très peu de gens savent. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, on était pas mal d'animateurs avec Kezo. Et ce qu'on allait, c'est qu'on allait dans les écoles au Sénégal proposer des ateliers. Moi, je faisais des ateliers d'écriture avec des groupes. Et du coup, à l'issue de ces ateliers qu'on faisait pendant une semaine, et là, on faisait une espèce de kermesse, on distribuait des fournitures scolaires. Et ça, je l'ai fait en 2005 et 2006. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai travaillé dans la médiation, Évry, Corbeil, Lys, de 2000 à 2006, c'est ça. Ensuite, j'ai fait une formation pour être coordinateur dans l'animation, donc j'ai fait de l'animation de 2004 à 2012. Donc j'ai alterné tout ça en fait. Et à un moment donné, j'ai intégré le poste de médiateur de mon gars Abderrahim du CDR qui était médiateur mais qui quittait le poste à Grigny et qui m'a recommandé. Du coup, moi, je voulais pas retourner là-dedans, mais j'y suis retourné tout de même. Et du coup, voilà. J'en viens à redevenir médiateur en 2009 jusqu'en 2013. Et en 2013, à un moment donné, voilà, mon contrat s'arrête. Et du coup, encore une fois,
Il y a mon gars Max Payne, mon gars Roland qui me disent Bouba, il y a une place à Massy. Viens, animateur. J'ai dit, animateur, c'est bon, ça fait au moins 10 ans que je le fais, laissez-moi. Donc, du coup, je le fais parce qu'à un moment donné, il faut. Donc, du coup, j'y vais et j'apprends pendant l'entretien que c'est un poste d'animateur d'insertion. Donc, il y a une notion d'insertion sociale. Donc, du coup, pendant l'entretien, au début, j'étais en première, deuxième, tranquille. Quand j'entends qu'il y a un aspect insertion sociale, je me dis, j'ai jamais fait ça. J'ai enclenché la 5e. J'ai dit, il faut absolument que je sois pris. Donc, ils ont beau m'avoir posé des questions pour essayer de me pousser dans mes derniers retranchements, je répondais à tout. Et du coup, de 2013 à aujourd'hui, je suis référent insertion avec mon équipe sur Massy, que je big up d'ailleurs. Et tout ça, voilà, toutes ces expériences amènent à, parce que d'ailleurs, je parle beaucoup, moi, je suis un Sénégalais, tu vois, amènent à, disons-nous les choses. Mais moi, je pars de Grigny en 2013. Je reviens en 2015. Quand je reviens, moi, je rappe encore. Donc, grand big up à Brock Records, avec lesquels j'ai fait 2 projets. Brock versus Black 10, round 1. Brock versus Black 10, round 2. Pendant le round 2, c'est là que je reviens à Grigny. Et quand je reviens, je suis dans une situation un peu compliquée, tu vois. Je dors chez ma sœur, je dors chez tonton, tu vois, je dois trouver des solutions. Et entre-temps, je me démotive pour le rap. Donc, je me dis, je crois que 35 ans, là, il faut que j'arrête de rapper. Ça y est. Et naturellement, j'arrête de rapper. Mais vu que j'ai la bougeotte depuis 97 et que je suis dans un esprit, en vérité, c'est après que je l'ai analysé, en fait. Je suis un entrepreneur depuis 97, moi. Tu vois, que ce soit dans le social ou même... parce que lorsqu'on a sorti notre projet Première Approche LEA avec du 109.1, c'était en indépendant. Et du coup, voilà. Je sais pas si c'est du rétro-pédalage ou je reviens à ta question. Lorsque j'arrive à Grigny en 2015, je veux plus rapper. Et là, à un moment donné, donc, je suis dans une période de flottement. Et quand je reviens, c'est Kizo qui m'accueille. Mon gars Kizo avec lequel je l'avais accompagné sur le projet Gang Story à l'époque. Au fil des années, des gens me disaient, pense à t'investir en politique. Parce que il y a des gens qui pourraient quand même te suivre vu que t'es un gars de chez nous, frère. T'as vu, t'es crédible. Et moi, je leur disais, non, t'es fou. C'est pas pour moi, frère, c'est mort. Et du coup, j'ai eu cette idée-là. Et du coup, avant même que je pense à la politique, quand je reviens et que Kizo, on fait Parlons Vrai, entre-temps, tonton me dit, Bouba, on a créé Bloc Entre Radio. On a l'émission Néo Musique qui existe depuis 2014. La première émission de Bloc Entre Radio. C'est la date de la création de Bloc Entre Radio. Néo Musique est une émission avec Grice et Max Payne qui invite tout le rap français et tous les gens de notre culture. Il me faut une émission en mode débat social. Fort de ton expérience, fais-nous une émission comme ça. Et quand tonton me propose ça, je lui dis, tonton, t'es mon grand, je t'aime, je te respecte. Je veux pas. C'est pas mon truc. Moi, tu me vois devant une caméra en train de parler. Je dis, tonton, c'est mort, je veux pas, mon frère. Moi, je rappe de base. Parce que j'ai pas encore fini vraiment définitivement avec le rap. Je dis, non, je veux pas. Donc, du coup, je sais pas si c'est un rétro-pédalage, mais je reviens. Je dors, je me réveille, je me dis, il faut que je prenne ma partie politique. Et de là, j'accepte la proposition de tonton de rentrer dans Bloc Entre Radio pour créer une émission. Et je trouve le nom, disons-nous les choses, pour à la base promouvoir un parti politique, pour qu'on intègre des sphères dans lesquelles on n'est pas assez, et parce que j'estimais qu'il y avait un peu trop de vendus dans ces sphères-là. Et comment ta famille te met en garde, justement, parce que, tu sais, ça peut effrayer beaucoup de personnes quand on entend parler de politique. Là, tu vas mettre les 2 pieds dedans, tout en sachant que t'as pas de connexion. Tu ne connais pas forcément très bien le milieu. Et puis, n'ayons pas peur des mots. C'est un mot qui fait peur. Grave. Après, je l'ai pas dit à tant de monde que ça, mais je l'ai dit à tonton. Et tonton, quand je suis venu le voir et que je lui dis j'accepte ta proposition de rentrer dans Bloc Entre Radio, même si je faisais partie déjà de Bloc Entre Musique. Faut savoir que Bloc Entre Musique est une association qui existe depuis 2005. Et que tonton, je me souviens quand j'habitais à Grigny en 2006, 2007, 2008, il est venu me voir chez moi pour m'exposer tous les projets qu'il avait par rapport à Bloc Entre Musique. Qu'on créera un festival, qu'on aura un studio, qu'on créerait une radio. Et voilà, tonton était vraiment un grand visionnaire. Du coup, moi, je l'ai pas dit à énormément de monde. Lorsque je suis venu voir tonton à un moment donné, je lui ai dit, j'accepte ta proposition. Il m'a dit, ouais, voilà. Et quand je lui ai dit en plus que je me lance en politique, il m'a dit, voilà. Il était grave content, tu vois. Mais du coup, t'as vu, moi, ce que j'ai fait, c'est que les premières émissions, disons-nous les choses, la première, c'est avec des femmes engagées.
dont Dounia de Jeune Aumône, dont Fatou Tiana, qui habite dans le 95, dont Kalissa Wisha, dont Maria Masso, Wane, je veux dire, et une autre encore, dont j'ai des trous de mémoire. Donc, du coup, voilà, je passe mon temps à inviter des gens du milieu associatif que j'ai rencontrés 3 ans auparavant, et j'en oublie même ma mission première qui était de promouvoir le parti politique. Et du coup, je me suis souvenu de cette mission il y a peut-être 1 an. Il y a 1 an, je me dis, mais je regarde les émissions, je dis, mais gars, en fait, t'as lancé tout ça, là, disons les choses, mais en fait, c'était pour faire de la politique, frère. Mais un grand élément de Disons les choses, c'est Kong, celui que j'appelle le couteau congolais. C'est-à-dire que Kong, lorsque j'ai fait Disons les choses, avant Disons les choses, moi, je le rencontre à Parlons Vrai et je le vois, il cadre. Tu vois, il cadre pour Kizo. Et du coup, je rentre en contact avec lui ce jour-là et l'accompagne, et je l'intègre dans Bloc Contre Radio et dans Disons les choses. Et c'est lui qui nous accompagne dans tout l'aspect audiovisuel. Et il est autodidacte, a tout appris. Pourquoi j'appelle couteau congolais? C'est parce qu'il sait même réparer des voitures. Donc je lui dis, Kong, vas-y, il a besoin de ça. Il arrive direct. Et il a un cœur de fou. Donc, du coup, à un moment donné, avec Disons les choses, pourquoi je fais vraiment un focus sur Kong? D'ailleurs, on est apparu dans France 24, dans Pas de quartier, où voilà, ils ont fait un focus sur le média à l'époque, tu vois, ce qui nous a donc dédicace à Ségolène et Wassim. Il nous a vraiment accompagnés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, avec Disons les choses, les premières choses qu'on a couvertes en mode street reporter. En fait, je suis devenu street reporter parce qu'à un moment donné, les locaux dans lesquels on enregistrait pour Disons les choses et Néo Musique, ils fermaient pendant l'été 2016. Donc, du coup, 2017, je sais plus. Donc, du coup, à un moment donné, Kong, il me dit, mais on peut faire des interviews dehors si tu veux. Si les gens ne peuvent pas venir, je prends ma caméra. Toi, t'es devant la caméra, moi, je te filme. Donc, du coup, la première, vraiment, le premier street reportage qu'on a fait, première interview street reportage qu'on a faite, c'est Tonton qui nous dit, les gars, il se passe quelque chose à Beaumont-sur-Oise. Allez-y. Je prends ma Clio 3 avec Kong, le matos, on file. Je te cache pas, pour arriver à Beaumont-sur-Oise, on a cru qu'on allait jamais arriver. Du coup, quand on arrive là-bas, on voit sur le terrain de basket, on les voit tous. Et moi, je suis comme ça. Kong, il me passe un micro. Il me dit, bon, vas-y, on est parti. Je regarde ce petit gars, je suis en train de faire une dinguerie, là. Moi, comme ça, je vais faire le journaliste, arrivé avec grand Renault à foncer, avec une barbe, j'arrive. Et boum, je me lance. Et Kong, il me filme. Et on interviewe les proches du défunt Adama, et son frère, et c'est notre première street reportage, c'était celui-ci. Et en tout cas, tu es un homme engagé, Frangin, et je respecte et je salue sincèrement ton courage. Et est-ce que tu es conscient de l'impact que tu as auprès de ta communauté, auprès de ta commune? On va dire que, comment dire, avec ce qui est intéressant aujourd'hui, nous, on est de l'époque de l'ancien monde. Pas de réseaux sociaux, pas de smartphone, donc pas de chiffres. Tu vois, c'est que du ressenti en direct. Aujourd'hui, il y a des chiffres, il y a du ressenti en direct. C'est-à-dire que, étant donné que je fais des street reportages, d'ailleurs, dédicace à mon gars Yo, qui m'a vanné sur mes premiers street reportages où il y avait des transitions qui venaient de l'espace, mon frère. Tu vois, des transitions, bah Et force est de constater que 10 ans après, je vois qu'il y a des jeunes qui viennent me voir, qui me disent t'as vu, nous on regarde tes émissions, et je vois c'est des gens qui ont 20 ans. Moi j'en ai 44. Je vois le mec il a 20 ans, il regarde. Et j'ai même fait des ateliers d'écriture dans le cadre de jeunes exclus de leur scolarité. Et un jour je me présente, et je présente les différentes émissions qu'on fait, tu vois, qu'on produit, dont La Récré. Et le petit il a 13 ans, il me dit ouais je regarde La Récré. Puis je dis t'as 13 ans, comment ça tu regardes? Il dit ouais, des fois je vois des capsules qui passent et j'aime bien, ça me fait rire. Et j'apprends des trucs en plus. Parce que mon père il a 38 ans et moi je connais Sniper, je connais IAM. Je dis hey, truc de malade. Donc bien sûr que t'as vu, moi tu connais, nous on est des mecs. Tu vois, moi je suis un papa malien, sénégalais, nous on reste en mode. Même si on sent qu'il y a de l'impact, garde la tête froide. Nous, tu connais, chez nous, se la raconter c'est ridicule. Tu vois, on préfère tranquille. Même après on essaie pas aussi de plonger dans la fausse modestie, mais je reconnais qu'il y a un impact parce qu'on en a parlé il y a à peine 2 jours. Tu vois, des petits qui me disent que nos émissions, même Oui au Sol, tout cela, ça tombe dans des groupes WhatsApp de petits de 20 ans, 21 ans,
Et ils nous ont donné des blazes à chacun. Moi, ils m'appellent le grand Booba. Je dis, hé. Et du coup, ça me permet moi, je peux faire des sondages sur l'impact que nos émissions ont. Tu vois, et tous les médias dont je viens de te parler, nous, on a décidé de l'appeler le mouvement sans langue de bois. Et en réalité, toi-même, tu en fais partie. Parce qu'on estime que We Hustle, c'est le haut du panier. Dans le mouvement sans langue de bois, c'est... Tu vois, et nous tous, là, on en est fiers. On dit, gars, il pète le score. Et c'est ça qu'on voulait. Qu'il y ait une autre manière de traiter l'information et notre manière de parler, notre manière de faire. Tu vois, elle est là, elle est en toi, elle est en moi. Elle est en tous les gars que je t'ai cités et d'autres encore, tu vois. Hip-hop, interlude classique, d'autres encore, tu vois. Mais je suis conscient de l'impact qu'on a aujourd'hui, tu vois. Déjà, merci pour ces paroles élogieuses, hein, frère, sincèrement. Et moi, je veux que cette fois-ci, que tu me parles des limites de l'indépendance. Tu sais, n'ayons pas peur des mots, si on doit mettre les deux pieds dans le plat, tu sais, il y a quelques temps, nous, on avait reçu Kamel l'Ancien. On avait fait une émission que les gens ont appréciée. Et j'embrasse le frérot au passage. Et dans cette émission, il nous parlait de dépression, il nous parlait de mal-être et de certaines choses qu'il avait pu endurer, etc., qui n'étaient pas faciles à dealer. Et moi, là, je vais faire appel à ma mémoire. Tu étais venu me parler en me disant que c'est dingue parce que le frère Kamel, en parlant de certaines choses, il a soulevé en moi une époque de ma vie, et là, en l'occurrence, c'est toi qui parlais, une époque de ta vie, pardon, où toi-même, tu étais en dépression. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? C'est vrai que l'émission m'avait percuté. Et tu as vu ton émission avec Kamel, elle a débloqué plein de gens. Depuis cette émission, et cette émission, elle est révolutionnaire. Je ne sais pas si c'est le terme approprié par rapport au thème, mais voilà, je vais le dire. Elle est révolutionnaire dans le sens où, depuis, tu as vu, plein de gens de notre profil sont mis à avouer leurs fêlures, leurs blessures. On avait du mal à qualifier ce qu'on avait, ce qu'on ressentait, le mal-être qu'on ressentait. Et grâce à ton émission et à Kamel l'Ancien, on a pu mettre des mots sur ce qu'on a vécu dans les années 2000. En vérité, bon nombre d'entre nous, on était en dépression. Tu vois, on se sentait pas bien. Tu vois, on se sentait pas bien. Et il nous a fallu 10 ans pour certains d'entre nous pour se remettre. Être en mode, vas-y, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça, et vas-y, je vais favoriser ma santé mentale, et vas-y, c'est bon, je me relève. Tu vois, certains d'entre nous, il a fallu arriver en 2010 pour se dire, frère, il y a 10 ans de ma vie que j'ai pataugé, et c'est bon, je me relève. Tu vois. Et tu sais, la première partie de ma question, c'était sur le fait, où je t'ai demandé, pardon, quelles étaient les limites de l'indépendance. Exactement. Tu vois. Je suis parti loin, moi. Oh là là. Non, mais on cause, frère. C'est une discussion de frères, on cause. Tu vois. Donc, quelles étaient les limites de l'indépendance? Parce que, tu vois, ça demande énormément d'implication. Toi, pour voir ton travail, tu te déplaces énormément. Tu n'es pas dans le foyer. Tu vois. Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie privée? Si on doit se dire les choses, mon frère. Disons les choses à We Hustle, mon frère. Bien sûr. T'as vu, le conseil que je donne à plein de gens, c'est très paradoxal, tu vois. Parce qu'en vérité vraie, t'as vu, là, on se lance dans une campagne de levée de fonds, avec disons les choses là. Mais avant de parler de cette campagne, le conseil que je donne à tous les gens, c'est comme on dit aujourd'hui, c'est de manière un peu... il faut doser. Moi, j'invite les gens à doser, parce que tout excès nuit. Et il faut vraiment faire les choses, certes, mais pas au détriment des moments de qualité qu'on doit passer avec nos familles, avec ceux qu'on aime. Donc vraiment, c'est le conseil que je donne aux gens, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'avènement du podcast. Il y en a qui pensent qu'on peut se faire de l'argent avec du podcast, avec les podcasts. Mais en vérité, je leur cite l'exemple de TF1. C'est pas des émissions podcast, mais c'est une chaîne, c'est un média. Le média en lui-même, en vérité, tu ne fais pas d'argent avec un média. C'est en périphérie, c'est-à-dire que voilà, TF1,
ont des annonceurs, des espaces publicitaires, et du coup, c'est la pub qui paye tous les gens à TF1. Nous, dans nos modèles économiques, en vérité, voilà. Moi, j'ai coproduit La Récré avec mon gars Barbery, Shlomo Béret, grand big up à lui, présenté par Driver et toute l'équipe des chroniqueurs que je big up. À un moment donné, t'as vu, La Récré, disons les choses, ont émergé. Et moi, en fait, le plan que j'avais fait avec Kong et par l'architecte Barbery, c'était, on se dit, on est en 2016, et dans 5 ans, il faut qu'il y ait au moins un programme qui émerge. Donc, du coup, on a fonctionné à fond propre pendant un certain nombre de temps, tu vois. C'est-à-dire, de toute manière, moi, j'enregistrais à Grigny, donc en vérité, je ne dépensais pas d'argent, parce que j'enregistrais à Grigny à l'époque, et mes scripts reportages, j'ai acheté le matos, ensuite, c'est parti, frère. J'étais avec Kong au début, et ensuite, j'ai fait mes scripts reportages dans les 4 coins de la France, tu vois. Il arrive à un moment donné où La Récré apparaît. Du coup, on fait 2 émissions La Récré à ma chaîne étudiante, et ensuite, qui ont un espèce de succès sur Facebook. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de financement pour pouvoir poursuivre La Récré comme on le voudrait. Même si on aurait pu le faire à Grigny, mais nous, on se disait qu'il faut qu'on se rapproche de Paname pour que les gens viennent. Et du coup, de 2017 à 2019, avec Barbery, on se dit... Il y a des gens qui nous appellent pour faire des émissions, dont Starting Block, avec laquelle on a fait l'émission avec Culiminati. Ils nous ont appelés en tant que renfort mercenaire pour venir faire l'émission avec eux. Donc avec Barbery, on s'est dit on va faire des coups. C'est-à-dire participer à des émissions dont les gens nous invitent, on y va. On a fait Fréquence Rap entre-temps. D'ailleurs, le Fréquence Rap, le premier, c'est à Sarcelles. Et du coup, on a fait Fréquence Rap là, et qui a eu un espèce de succès, parce que c'est la première fois que on les questionnait sur le secteur A. Vas-y, vous avez squatté Skyrock, comment ça, vous n'êtes pas là, dans des grandes instances aujourd'hui. Et du coup, on s'est expliqué, et voilà. Et après, on a fait aussi un Fréquence Rap avec Desporuti, Tonton Marcel. Et tout ça, c'était pendant les 2 ans où La Récré était en stand-by, de 2017 à 2019. Et du coup, on a aussi fait un Fréquence Rap avec les frères de Rap Contender, Bat Sam et Stunner, et un autre avec Karine. Et boum, il y a une équipe qui vient nous voir qui s'appelle Rap Conviction, qui nous dit, les gars, on est prêts à investir sur La Récré, et là, on démarre La Récré à VL Media. On les quitte au bout d'1 an, on fonctionne tout seul. Il y a d'autres gens qui viennent nous voir pour nous dire, allez, les gars, on est prêts à collaborer avec vous, on met du bif. Et on a des sponsors. C'est qui les autres gens? Je suis Mbeko Taboula. Voilà. Tu vois. Il m'a fait sortir. J'avais sorti. En plus, les autres gens d'après, je les connais en plus. C'est ça le pire. Je te fous mal à l'aise. On est trop proches, mon gars. On est trop proches, c'est chaud. Mbeko Taboula, il vient nous voir, il investit, on investit avec lui pendant, je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans. Donc, du coup, il emmène des sponsors aussi, et du coup, voilà, nous, on est là. Donc, le modèle économique, c'était celui-ci. Sponsor, lui qui met du bif. À un moment donné, toutes bonnes choses ont eu fin. Lui, il se met sur les funérailles des tabous, et vas-y. Avec Barbery, on met notre propre argent, fonds propres. Une autre équipe qui vient nous voir. Bam! Tu veux savoir qui S'il te plaît. Ah, l'équipe de Moussa, le neveu à Salif, tout ça là. Voilà. Tac, il suit ça depuis 10 ans. Oui. Il suivait le programme depuis 10 ans, et en fait, moi, je lance un appel sur les réseaux pour dire qu'on a la charge de collaborateurs. Boum, il répond direct, il dit, les gars, moi, je suis chaud, je suis prêt. On se fait des réunions, tout ça, et boum, il investit. Pour X raisons, vas-y, il a continué, et puis voilà, et il a son parcours de vie, et grand big up à lui. T'as vu, on se parle moins aujourd'hui, parce que chacun est dans le speed, mais je vois ce que tu fais, et grand big up à toi, parce que tu nous as vraiment bien aidés. Donc du coup, 2019 jusqu'à 2023, on a des gars qui collaborent avec nous et qui investissent. À un moment donné, ces gars disparaissent, donc avec Barbery, on investit tous les deux, fonds propres, sur La Récré, et moi j'investis sur La Récré et Disons les choses. Donc je coproduis La Récré avec lui, et je produis Disons les choses. De 2023 jusqu'à 2024. Ouais, c'est ça, 2022-2023 jusqu'à 2024. 2024, dernière session d'enregistrement de La Récré. Par la suite, on décide de faire une pause. Et lorsqu'on décide de faire une pause, moi, je continue à produire Dis-nous les choses. Et pendant l'été 2024, Barbery, je me dis, vas-y, tu sais quoi, on a un programme
dont on avait fait certains épisodes il y a quelques temps, qui s'appelle Le Berger et le Vieux Père, qui est une sorte de continuité de la récré en vérité, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, je coproduis Le Berger et le Vieux Père avec Barberiche. Je produis la récré aussi en partenariat avec mon gars Fodje Marega qui s'occupe de tout, qui a aussi un podcast qui s'appelle Together View et avec lequel on s'occupe d'un autre podcast qui s'appelle Ménage et Harmonie. Je me suis entouré de 3 mecs, tu vois. Mohamed Si, qui a une entité qui s'appelle MSW Agency, qui est dans la com et avec lequel on est en train de mettre en place une campagne de levée de fonds. Et mon gars Pyro, qui lui s'occupe du merchandising. Donc, en fait, le plan sur 5 ans, c'était faire émerger tes programmes pour qu'on puisse établir un modèle économique viable. Et sans te couper, et j'ai bien compris, hein, t'es un hustler, et ça fait du bien, hein, sincèrement, mais au sein même de ta vie privée, tu vois, parce que si tu veux, l'équilibre est très fin entre la vie de famille et le travail. Tu me suis? Ça a des répercussions parfois irrévocables. Ce qu'il en est, moi j'ai 2 enfants. Rama, Kumba. Rama, 16 ans. Kumba, 9 ans. Voilà, 2 mamans. Maintenant, tu vois, ce qui se passe, c'est que, t'as vu, c'est pour ça que j'aime beaucoup ma famille. Tu vois, c'est-à-dire ma sœur Mariam, Mamadi, Fodé, Yaï Siré, mon père, ma mère. Parce qu'en vérité vraie, c'est comme si, quelque part, indirectement, ils sont rentrés dans le projet. Et du coup, en fait, cette validation de mes parents et de mon entourage, elle fait que, bien sûr, on va pas se blaguer, ça a créé un espèce de déséquilibre parce qu'en réalité, t'as vu, ça a engendré des problèmes financiers, tout ça. On va pas se blaguer. T'as vu? Ça a engendré des problèmes financiers dans lesquels je suis pas sorti encore aujourd'hui. Tu vois, c'est ça la vérité. C'est pour ça que je dis aux gens d'oser. D'oser les gens. Parce que les problèmes financiers, je sais que je vais me relever. Mais ça va aller. T'as vu, je l'ai évoqué au début de mon entretien. Je viens de la grande borne Grigny qui malheureusement est dans le podium des villes les plus pauvres de France. Mais les gens sont très riches de cœur. Voilà, on a vécu déjà des choses dans nos familles qui font qu'aujourd'hui, moi, je suis forgé à tout ça. Et puis, t'as vu, comme je le dis, moi, j'aime bien m'appeler Black Bruce Wayne, j'aime bien m'appeler Luke Cage, le Black PPDA des quartiers, comme diraient certains, le vieux père, comme dirait Grice, Amadou Bond, agent 0091350 Grigny. Et je suis à l'origine d'un collectif qui s'appelle le Vieux Père Gang, même, tu vois, c'est-à-dire, voilà, quand on a créé nos médias, c'était vraiment à un moment donné pour mettre en avant aussi les vieux, les anciens. Et moi, je salue ton courage déjà de le dire sur la place publique parce que, tu vois, ça a aussi un aspect thérapeutique, c'est-à-dire le fait d'échanger, le fait de parler et le fait de dire que, à force de trop donner, parfois on peut aussi se consumer. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je te respecte et je respecte ce que tu viens de dire et je suis persuadé que tout rentrera dans l'ordre pour toi, sincèrement, mon frère. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais que au sein même de ta famille, vous étiez soudés, vous vous serrez les coudes, etc. Et c'est excellent, frère. C'est excellent. Tu disais que ta sœur Fatou, tu l'avais perdue de vue. Bien, tu retiens bien les... Comment ça se fait, mon frère? T'as vu, il y a un thème que je vais traiter dans Disons les choses. C'est un thème sur la polygamie. Parlons-en. On est issus de... Enfin, certains d'entre nous, on est issus de ça. À un moment donné, mon père, voilà, nous, c'est quelque chose de cultuel et de culturel chez les Africains de l'Ouest, que des hommes se marient avec plusieurs femmes. Donc, du coup, à un moment donné, mon père, en 2004, ouais, c'est ça, je crois, 2003-2004, il va au bled et il se marie avec une autre femme. Du coup, cette femme aussi vient à Grigny, tu vois. Et du coup, naît Fatou. Donc, à un moment donné, moi, ma mère, elle est partie aussi habiter dans une autre ville, Villiers-sur-Marne. Donc, du coup, mon père faisait des allers-retours, tu vois. Et du coup, voilà, mon père faisait des allers-retours. En fait, on avait 2 lieux, en fait. Moi, je vivais, ma mère est partie à Villiers-sur-Marne. Moi, je continuais à rester vivre à Grigny avec mon père. Et mes frères et sœurs habitaient à Villiers-sur-Marne.
Et du coup, à un moment donné, lorsque mon père part se remarier, enfin, prend une deuxième femme au Sénégal en 2003 et 2004, voilà, on habite tous. J'habite avec ma belle-mère, ma sœur Fatou. Et maintenant, il se passe quelque chose qui a de l'influence sur tout ce qui va se passer après aussi. Tu vois, je demande vraiment à mes proches de m'excuser si jamais ils le prennent mal, mais à un moment donné, malheureusement, on se fait expulser de Grigny, tu vois, en 2004. Et du coup, pour X raisons, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Et du coup, on se fait expulser avec ma belle-mère et moi-même. Et je le sentais que ça allait arriver, tu vois. Je me souviens que mon gars Issa, je rentrais de la boxe un jeudi, je crois. Et je dis à mon gars Issa, les lettres là, c'est compliqué, frère. Je sens que... Et moi, j'essaie de trouver des solutions avant, tu vois. Je suis parti voir des grands du quartier qui connaissaient les offices HLM, qui par des moyens bizarres, faire passer son dossier en dessous pour pas que tu te fasses expulser, tu te fasses expulser, voilà, genre tu passeras tout en dessous et voilà, ça va prendre du temps avant qu'on t'expulse. Mais j'ai pas trouvé ça très clair, tu vois. Donc du coup, j'ai abandonné. Et voilà, le jour où je rentre de la boxe un soir avec Issa, mon gars Issa, que j'aime, mon gars du CDR, et tous les gars du CDR, je vous aime. Voilà, je m'endors et tout en sachant que, franchement, ils vont venir frapper à la porte, tu vois. Je me dis, ça va arriver. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils frappent à la porte et lorsqu'ils frappent à la porte, moi, j'ouvre les yeux, je suis dans mon lit et j'entends, oui, expulsion imminente. Ouvrez la porte. Et du coup, mon père qui était déjà réveillé parce qu'il faisait la prière, tout ça, se réveille et j'entends qu'il rentre, tu vois, sans... Mon père, il leur dit qu'est-ce qui se passe. Il rentre, boum, monsieur, expulsion imminente, c'est, vous devez quitter les lieux. Et moi, je suis dans mon lit encore, je commence, je me dis, waouh. Et je suis dans mon lit, allongé comme ça. Et je vois 3 ou 2 policiers rentrer. Et je vois leur tête apparaître comme ça dans mon champ de vision. Monsieur, expulsion imminente, vous devez vous lever. J'ai dit, ouais, tranquille, je me lève. Et je me souviens qu'il y avait 2 déménageurs, un blanc et un renois qui s'assoient, ils venaient de quartier, et ils rentrent dans ma chambre, ils me disent, frérot, désolé, t'as vu, nous on fait que notre taf. J'ai dit, t'inquiète pas. Laissez-moi juste prendre des affaires, les mettre dans le sac. Puis après, moi, je pars tranquille, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai pris mes affaires, j'ai calmé un peu mon père, tu vois. Ma belle-mère était là avec Fatou. On descend, entre-temps, on appelle des oncles, tout ça. Les oncles, ils arrivent, ils récupèrent mon père. Quand ils ont fini d'enlever tous les meubles de la maison, on était là depuis 81, tu vois. Je vois que je me rends compte que c'est la dernière fois que je vais voir cette maison, tu vois. Enfin, cet appartement, tu vois, l'ellipse. Je me dis, c'est chaud. Et du coup, je descends et à un moment donné, mon oncle, il me dit, tu sais quoi, tu viens avec nous? Je dis, non, vous inquiétez pas. Moi, je vais aller, j'ai plein de potes. Je suis à la Grande Borne, c'est chez moi. Donc voilà, il y a Patrick Kezo qui me dit, vas-y, viens chez moi. Donc je vais chez lui, je dépose quelques affaires chez lui. Donc voilà, la maman de Fatou et mon père vont chez ma maman, avec toute la famille, tu vois, ma sœur, mes frères, tout le monde habite encore là-bas, tu vois, c'était un F7, tu vois. À Villiers? Villiers, ouais. Et du coup, il se trouve qu'à un moment donné, les rapports se compliquent entre la maman de Fatou et mon père. Et du coup, elle décide de déménager. Et de 2004-2005 à aujourd'hui, on n'a toujours pas eu Fatou. Donc ça fait 20 ans. Ok. En tout cas, j'espère vraiment que la situation s'arrangera. Et si jamais elle écoute, j'espère qu'elle appréciera toutes ces paroles teintées de respect et d'amour. Fatou, on t'aime. Je te retrouverai. Je sais que t'es vers Dunkerque. Mais tranquille. Ok. On va y arriver. Inch'Allah, en tout cas, c'est vraiment tout ce que je te souhaite sincèrement, frère. Et tu sais, on est des Sénégalais, on l'évoque souvent. Tamba, Kédougou, tu sais très bien, c'est la même zone. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu sais, nos parents sont vraiment, sont vraiment de grands hommes. Et si tu veux, de surcroît, n'aiment pas la honte. C'est-à-dire, tu vois, tout ce qui est
loyer, tout ce qui est réglementation, législation, on ne joue pas avec ça. Moi, quelle a été la réaction du papa quand les huissiers sont venus, quand les enfants sont partis? Parce que même là, quelque part, tu as failli à ta mission. Ah, comment t'expliquer? Sherman, toi là Comment dire? En fait, il y a des dettes de loyer qui étaient là depuis. Tu vois. On va dire que comment dire, à l'époque de Mitterrand, je caricature, mais juste à peine, tu vois. Il y a plein de choses qui passaient. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a plein de gens qui avaient des dettes de loyer, mais qui ne se faisaient pas expulser de cette manière-là. Tu vois, c'était les années 80. Là, on est arrivé dans une nouvelle ère. Les années 2000, 2004. Et 2004, c'est l'avènement de Sarkozy, c'est l'avènement de la France dure, de la politique dure. Donc ça y est, c'est fini ça. On laisse plus passer tout ça. Tu vois, on est moins dans cet aspect social de oui, t'as des dettes, bon, paye-les, paye-les de manière échelonnée et t'inquiète, ça va aller. Là, on était dans autre chose, tu vois. Et en vérité, c'est même pas de mon fait. T'as vu, c'est pour ça que je veux pas... Mon père, moi, je l'aime. Je veux pas l'accuser. Mais quoi qu'il en soit, il a connu des difficultés qui ont fait qu'à un moment donné, il y a des dettes de loyer qui se sont cumulées. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu à l'époque, tu vois. Moi, j'étais médiateur. Moi, j'ai commencé le travail de médiateur en 2000. Moi, j'ai donné. T'as vu? Et je pense qu'en dépit du fait que je donnais l'argent qu'il fallait, il y a des dettes à remonter depuis les années 80-90, donc c'était des dettes qui étaient assez conséquentes. Donc du coup, à un moment donné, en fait, je pense que les offices HLM se sont dit comment dire, la dette, elle se résorbe pas assez vite. Donc ça y est. Vous êtes loin de tête, ça y est, c'est parti. On va enclencher toutes les procédures d'expulsion, tu vois. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Parce que voilà, c'est mon père, je l'aime, je vais pas le fustiger. C'est que il a connu des difficultés qui ont fait que. Et voilà, moi j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Moi, quand je travaillais en tant que médiateur, tu connais, frère, c'est comment ça se passe chez nous. On contribue, frère. Pas à faire autrement. Et tu sais, comment t'as fait, et c'est tout à ton honneur, vraiment de toujours filer droit. T'as jamais eu, ou du moins arrête-moi si je me trompe, mais l'envie de rentrer dans un business illicite. Est-ce que tu as été tenté déjà? Franchement, honnêtement, t'as vu, on a grandi dans des milieux où malheureusement c'était face à nous. Mais honnêtement, ça m'a jamais tenté. Parce que moi, tout ce que je voyais derrière, c'était la prison. T'as vu? Et moi, j'ai été bien disquetté par nos parents, tu vois. C'est-à-dire, t'es le plus grand, fais attention, tac, tac, tac. Et je voyais des gars qui allaient en prison. Aujourd'hui, tu as vu, grande dédicace à notre frère Adama Kamara qui a créé un concept qui s'appelle la grotte mobile. Grand big up à lui parce que c'est révolutionnaire ce qu'il est en train de faire. C'est mon frère, ouais. C'est notre frère de fou malade. Et la prison n'était pas... La vision qu'on avait de la prison, nous, à l'époque, c'était grave dans la prison. Mais tu sais pourquoi je me permets de te lancer? Et excuse-moi de te couper la parole, mais même si on t'a bassiné avec beaucoup de morale depuis ta plus tendre enfance, tu l'as dit, que tu étais l'aîné, etc. Mais j'ai envie de te dire, ça peut aussi voler en éclats. Tu comprends? Parce que tout ce qu'on t'a bassiné, tout ce qu'on t'a dit, etc., de l'autre côté, tu vois que il y a les huissiers qui rentrent chez toi, qui pénètrent ton foyer, etc. Tu vois, là, comme dirait l'autre, la morale, on l'a mis que... Tu me comprends ou pas? Ah oui. Mon gars, quand ça arrive, tout ça, je t'ai dit que nous, on a grandi dans une éducation collective, même si on était en 2004 et que l'éducation collective, pour moi, le bug de l'an 2000, c'est la diminution de l'éducation collective, voire la grande diminution. Mais on a quand même conservé des liens. Tu sais, moi, j'ai conservé des liens avec des frères. Donc, du coup, j'ai vécu un moment dur, mais direct. Je t'ai dit, le matin même, je suis allé habiter chez un de mes gars. Et carrément, mes gars avec qui j'ai grandi du CDR, limite, ils se battaient pour que j'aille dormir chez eux tous les soirs. Tu vois ce que je veux dire? Et grand respect à la maman de mon gars Ludovic, au 24 rue des Lips. Grand respect à la maman, paix à son âme, de mon gars Issa, qui est décédé là il y a quelques mois.
Moi, je rentrais des fois à des 3 heures du mat, 2 heures du mat. Il me disait, vu que la chambre de Issa, elle était... voilà, il y a le mur du hall là, et en fait, ça donne sur sa chambre. Donc, il fallait que je cogne avec mon coude, tu sais, pour qu'il vienne m'ouvrir la porte, pour pas que je dérange, tu sais, chez lui à sonner, tu vois. Et son père et sa mère, ils m'avaient dit, Bouba, Bouaka, t'es chez toi, tu dors tant que tu veux chez nous. Et sa mère, grand respect, parce que, voilà, moi, quand mes parents ils sont arrivés, t'as vu, le quartier d'Ellipse, après, il est devenu de plus en plus antillais, tu vois. C'est-à-dire, beaucoup de blancs sont partis, beaucoup d'antillais sont arrivés, et quelques rebeux. Donc, vraiment, moi, ce qui m'a permis de garder la tête haute, c'est parce que j'étais avec mes gars. Et puis, en même temps, les années 2000, on vivait tous des galères. Donc, du coup, en vérité, t'as vu, comme tu dis, j'avais beau avoir cette image, même si moi, je reste très modeste par rapport à l'image, tu vois. Je parle beaucoup de Grigny, mais en vérité, je vais te choquer, mais Grigny, c'est pas moi. C'est moi, mais c'est pas moi. C'est-à-dire que on sait qui sont les têtes à Grigny, qui sait qui règle les histoires, même si à mon échelle, j'ai réglé certains trucs et que... Après, je suis pas parfait, hein, j'ai des défauts comme tout le monde, tu vois. Tu sais, moi, à Grigny, j'ai l'image de... t'as vu, Black 10, surtout, même une fois, je me souviens avec Gilberto de la Comera, il m'a vu venir, il m'a dit, Black 10, enfin, je sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais je sais plus, quelqu'un a dit, ouais, moi, à l'époque, je passais pour le philosophe. Le bouc qui est là, qui distille des conseils, qui est souvent dans les débats, qui est souvent dans les thématiques afro. Et je sais que Gilberto, un jour, j'arrive à la Peupleray, il me dit, Black 10, qu'est-ce que tu penses de... C'était un thème, il voulait qu'on débatte par rapport au Renoir, et du coup, je sais plus de quelle question il m'a posé, mais c'est là que j'ai vraiment vu que j'étais identifié, catégorisé, le mec qui débat sur des thématiques, des Renois, des gens issus des quartiers, tout ça, tu vois. Et ce qui m'a permis de vraiment pas péter un plomb, c'est... Les gars, je suis entouré, moi, depuis. T'as vu, j'ai beau être tantôt très solitaire, mais tantôt, je suis très entouré, et je sais que j'ai grandi avec des gens, mon équipe du CDR et mon équipe d'anciens, voilà, que je côtoie depuis 20-30 ans, mais ils étaient là. Et ma famille, surtout, tu vois, ils étaient là. Mes frères, mes sœurs, tout le monde était là, tu vois. Et du coup... Déjà, merci de nous partager cette histoire, Frangin. C'est pas facile de se livrer, comme je le répète, chaque semaine. Mais à travers ton parcours, déjà, on comprend mieux l'homme. On comprend mieux la sensibilité, ainsi que son implication. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis admiratif, Frangin. Et c'est beau, hein, ce que tu fais, parce que tu ne t'en rends pas compte, mais les conseils que tu prodigues, là, c'est de l'or, frère. Sincèrement. Sincèrement. Et t'as vu ce qui m'a aidé à tenir? Parce que moi, j'ai commencé la boxe en 2002. Déjà avec mes entraîneurs Ali et M. Bachir Alouane. C'est eux qui nous ont appris à boxer à l'époque sur les conseils de Issa. C'est Issa qui nous a engrainé à la boxe à l'époque. On allait tous ensemble, on marchait dans la neige, dans le verglas. On était grave motivés en 2002, tu vois. Et là-bas, on a commencé aussi la boxe avec Olkari, à l'époque, tu vois. Et du coup, après, on a quitté le club de Riss parce que nos grands, Baronji, Bilal, ont créé le club Boxe Impact. Du coup, on a boxé là-bas. Et du coup, moi, j'aimais bien m'entraîner régulièrement à la boxe. Là, ça fait peut-être 4-5 mois que je m'étais blessé à l'épaule. Mais depuis une vingtaine d'années, je m'entraîne à la boxe. Et la boxe, c'est très fort pour extérioriser, éliminer les toxines, comment dire, les frustrations, les évacuer, générer en soi de l'ocytocine, de la dopamine, plein d'hormones, là, l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur aussi, tu vois. Et la boxe, c'est l'écriture. Parce que tu as vu, je rappelle tout au long de ces moments durs de ma vie, mais en fait, pourquoi même j'ai arrêté de rapper et pas arrêté d'écrire, c'est parce que au-delà du rap, moi, j'aime écrire. Et du coup, en fait, l'écriture, un jour, je me souviens, moi, ce que j'aime bien faire, même là, j'ai dans mon téléphone, encore aujourd'hui, j'ai des vocaux de phrases comme ça qui me viennent, ou des fois, je regarde des films ou des séries ou des reportages, je me dis, attends, je vais en arrière, en audio, cette phrase, tu vois. Et je me dis, non, c'est un truc de ouf, ça, tu vois. Et du coup, moi, j'aime écrire, et je me souviens qu'une fois, j'étais chez moi, et j'étais en train d'écrire. Et à la fin de ce moment où j'ai arrêté d'écrire, où je retranscrivais ce qu'il y avait dans mon téléphone sur feuille, parce que j'ai plein de cahiers où j'ai plein d'écrits, notamment quand je suis allé au Sénégal, j'ai beaucoup d'inspiration, toi. Donc j'ai des cahiers où carrément c'est
c'est mes impressions du Sénégal, tu vois. Et ben, ce jour-là, quand j'ai arrêté, et j'ai senti j'ai ressenti un sentiment de devoir accompli, et j'ai soufflé comme ça, j'ai fait. Et c'était un de. Et j'ai tout lâché, moi. J'ai tout lâché. Et tu sais, ce sera ma dernière question, frère. Toi, t'es quelqu'un de généreux. Et tu sais, nous, il y a quelque temps, on a reçu Ahmed Silla, et il disait que quand il offrait un cadeau, par exemple, ou quand il aidait quelqu'un, c'était lui la première personne à qui il faisait du bien. Mmh. Tu comprends? Mmh. Est-ce que c'est pas plus ou moins la même chose pour toi? En vérité, ça me fait plaisir de faire plaisir. C'est ça la réalité. Moi, t'as vu, en vérité, les gens vont nous trouver bizarres. Des fois avec Barberiche ou avec d'autres. Moi, j'estime qu'on est des blagues justiciers. C'est-à-dire, on fait partie d'une ligue dont toi-même tu fais partie, où on aide les gens sans rien demander en retour. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tu t'en sortes dans la vie. Et comme dirait mon gars Bacardi, que j'aime beaucoup, dédicace à sa maman, ses frères et sœurs, tout le monde, il me dit, t'as vu, autant aider les gens, en tout cas les accompagner, et autant que tout le monde autour de nous se sente bien. Déjà, le fait que tout le monde se sente bien et les aider, en tout cas, à atteindre ce bien-être, ça fait qu'il y a moins de problèmes autour de nous et on a moins de problèmes à régler. Tu vois ce que je veux dire? En fait, nous, on est comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai une ligue, là, et t'en fais partie, je le sais pas, mais t'en fais partie de cette ligue de gens qui, à un moment donné, t'as vu, regarde, souvent, ce que je dis, c'est que 98% de ce que nous faisons n'est pas sur les réseaux. Moi, je suis dans l'insertion sociale, à Massy. Ma journée, c'est une succession de hasanet. C'est-à-dire aider des jeunes, accompagner des jeunes dans leur parcours qui sont en difficulté avec mon équipe. Et on est des super-héros, mon frère. Pour moi, on est des super-héros dans le sens où, tu as vu, on fait sans demander en retour. Et de base, c'est mon travail. Et quand j'ai trouvé ce travail-là, je me suis dit, Joe, là, je suis enchaîné à hasanet. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Et moi, tant que je peux... En fait, moi, ce qui m'a guéri, déjà, c'est la spiritualité, le din, l'amour, qui est lié avec le din aussi, l'amour des gens, l'amour que les gens me donnent et l'amour que je donne. Et le fait de se dire que je suis utile. Parce que je sais qu'à un moment donné de ma vie, dans les années 2000, comme je disais, j'ai erré à un moment donné, tu vois. J'étais là. Je rappe, mais ça bat de l'aile. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Je dors de droite à gauche. Parce que j'ai vécu ce moment-là, tu vois. Quand je me suis expulsé, j'ai dormi de droite à gauche. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai mon appart à Grigny en 2008. Et après, de 2008 à 2013, j'ai vécu à Grigny dans mon appart. Dédicace à M. Fabrice Dicaïs. Ensuite, 2013, je suis parti et je suis revenu et je me suis retrouvé en galère. Et j'ai dû composer, dormir chez ma sœur, chez un tel. Et après, à un moment donné, boum, je me pose à Massy, appartement, ma fille combat kiné. Et voilà. Et ainsi de suite. Mais moi, j'ai la conscience tranquille quand j'ai ce sentiment de devoir accompli. Et mon devoir accompli, enfin, ce sentiment de devoir accompli, en fait, c'est quand j'ai accompli ma mission. Accompagner un tel. Parce que, comme je disais, 90% de ce que nous faisons n'est pas sur le réseau. Par exemple, moi, ce que je fais dans mon taf, c'est pas exposé. Maintenant, ce que j'expose, c'est ce que je fais avec mon entité Transmission 91, en étroite collaboration avec Soparks. Soparks, c'est mon gars Barberiche, sa femme Aminata, qui mène des ateliers, débats et plein d'autres. Ils développent plein d'autres outils via la parentalité. Je vous invite à les suivre et vraiment, ils font un très gros travail. Le premier travail qu'on a fait ensemble, c'est sur les RICS sur Massy, tu vois. On a réussi à réunir sur une trentaine de débats les mamans, les papas, les grands des quartiers qui étaient dedans, les jeunes qui étaient impliqués, pour finir par un espèce de grand débat avec la police, avec les institutions, le maire, les grands, les grandes, les jeunes. On a fait témoigner le frère Saleh et le frère Bamba de nos RICS. Avec Adèle, voilà, ils sont accompagnés de leurs grands aussi. En fait, ils ont réussi à éradiquer ce phénomène de RICS entre Villiers-sur-Marne et Champigny-Bois-l'Abbé. Du coup, avec Soparks, on les a emmenés pour qu'ils témoignent. Et du coup, voilà, ça a contribué au fait que les RICS soient en diminution, tu vois. Et du coup, avec Transmission 91, moi, ce que je mets en place, c'est des débats mouvants,
sur différentes thématiques avec des publics jeunes et moins jeunes, dans des lycées, dans des structures sociales, des choses que je propose sur LinkedIn et sur d'autres choses, et sur d'autres réseaux sociaux. Et à côté, je fais l'initiation aux émissions podcast. En fait, c'est des outils qui permettent de développer son aisance oratoire, son expression orale, et en même temps d'extérioriser et aussi de communiquer. Parce que nous, on est des gens des relations humaines. En tout cas, Booba, au nom de toute l'équipe de WSL, sincèrement, on te remercie. J'aimerais dire une dernière chose, vraiment dédicacée à ma famille, Sarah Noro, Fofana, Sadiakou, tout le monde, que ce soit en France ou au pays, à ma précieuse Zuleika, à toute sa famille, à mes enfants, Rama, Kumba, à toute ma famille, à mon clan le CDR, à Bloc-Compte Musique, Bloc-Compte Radio, à tous ceux que j'ai oubliés, voilà, tous ceux que j'aime. Et bien sûr, je suis pas parfait. Hein, je suis comme tout le monde. Hein. La personne la plus parfaite, toi-même tu sais qui était cette personne, qui n'est plus, mais qui reviendra. Et ça, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, j'essaie d'accomplir ma mission. Merci en tout cas, sincèrement, frère. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon pote frangin, mon homeboy. J'ai nommé Aboubacar Zahanoro. Me parle, Valtier, fils. We hustle, baby.